Au 21e siècle, avons-nous le droit à l'oubli? Quel est le rôle de l'écrivain à l'ère des nouvelles technologies? Alors que les images et les souvenirs s'accumulent sur les disques durs, la mémoire est-elle un muscle en perte d'utilité? Bienvenue à Ratureli. Raphaël Germain, bonjour. Bienvenue à l'émission. Vous êtes écrivaine et scénariste et vous avez publié en 2016 un essai, Un présent infini, notes sur la mémoire et l'oubli, chez Atelier 10, qui est en fait un essai qui entremêle réflexion, observation sur la mémoire à l'ère des nouvelles technologies, mais aussi vous vous adressez aussi à votre père, qui est décédé en 2015, l'historien journaliste Georges Hébert-Germain. Et vous opposez en fait un peu la multiplication des possibilités d'archivage et de stockage de la mémoire aujourd'hui à sa mémoire à lui qui se défaisait. Oui. Donc c'est vraiment en voyant votre père qui perdait la mémoire que vous avez eu l'idée de réfléchir à notre rapport à la mémoire? Mais en fait, les deux sont venus presque conjointement parce que finalement, le rapport à la mémoire m'intéressait beaucoup. Je mentionne au début de l'essai, j'avais lu un article à propos d'un ouvrage de Victor Meyer-Schönberger. Ça fait longtemps que je suis pas retournée dans mes archives. Où est-ce qu'il parlait justement ça que maintenant, oublier devient plus difficile que se souvenir presque pratiquement parce que de tout temps, le mode de l'humanité, c'était essayer de se souvenir, essayer d'archiver les choses. Maintenant, essayer d'oublier ou d'effacer quelque chose peut être plus difficile. Oui, sur Facebook, une photo, une note... Elle reste éternelle, mais en même temps aussi, c'est plus le même genre de mémoire parce que justement, à force d'archiver, on se dit « Ah, c'est là », puis finalement, on oublie les choses peut-être... Bon, non, on oublie, je ne veux pas généraliser, mais certaines choses essentielles, des fois, sont moins creusées, sont moins... On prend moins de temps, justement, pour se concentrer sur elle et s'en souvenir mieux. Oui. Et ça m'intéressait beaucoup, mais je ne suis pas du tout essayiste. Moi, parler de ça comme ça, je ne savais pas par où le prendre. Puis, c'est ça, mon père, en fait, c'est Nicolas Langelier d'Atelier 10 qui m'a approché. Je disais, ce sujet-là m'intéresse. Je ne savais pas comment rentrer dedans. Puis, mon père, justement, est tombé malade. Et lui, sa mémoire, c'est un cancer du cerveau. Sa mémoire s'est lentement désagrégée. Et là, tout d'un coup, ces deux choses-là, se suivant en parallèle, bien, ils pouvaient aussi s'entremêler. Puis ça me permettait d'entrer dans le sujet d'une façon un peu plus intimiste ou personnelle, avec laquelle, moi, en tant que la façon dont j'écris, j'étais beaucoup plus à l'aise. Oui, mais c'est fort intéressant d'avoir ce dialogue, justement, avec une personne humaine qui est proche de vous et ce qui se passe dans la vie autour de lui. Oui. Parce que c'est ça, vous parlez de sa mémoire à lui, qui est une mémoire beaucoup plus intériorisée. Il n'y a presque pas de photos. C'est une génération où ils ont très peu c'est ça, de marques, finalement. Donc, c'est vraiment leur souvenir qui leur sert de mémoire, ce qui est aujourd'hui beaucoup moins le cas. Non, c'est ça. C'est la mémoire, en fait. J'ai même parlé avec quelqu'un qui disait, il expliquait la différence entre cette mémoire intérieure et la mémoire extérieure. La mémoire extérieure, là, ça peut vraiment être une note, quelque chose qu'on laisse et tout, mais la mémoire intérieure est de moins en moins valorisée aussi parce qu'elle est de moins en moins sollicitée. C'est ça. Bien, c'est ça. Et donc, c'est un muscle. Hein. Moi, je m'en rends bien compte. Là, puis je pense que je le dis quelque part dans le livre. Moi, je pense que c'est beau. Je connais encore 2 poèmes par cœur. Mon père en connaît à peu près 12. Puis il y a un ami de 90 qui est capable de réciter, je pense que j'exagère pas, là, mais une centaine de fables de La Fontaine, de sonnets de Rimbaud et tout ça. Et pour lui, c'est parce que c'est un muscle qui a travaillé toute sa vie aussi. Bonjour, Nicolas Ducner, bienvenue à l'émission. Merci à ça. Nicolas Ducner, écrivain, ancien chroniqueur au Journal Voir, qui s'est intéressé à la modernité, à la fin du monde, aussi à la mémoire, à l'archivage. Vous avez même étudié en bibliothéconomie. Oui, en une autre époque. Et vous ouvrez votre roman Nikolski avec une scène assez mémorable qui, en fait, le narrateur raconte qu'il va jeter 30 sacs de déchets, des souvenirs de sa mère, donc accumulés depuis 1966. Puis il se pose la question, quel volume pouvait occuper 30 années d'une vie? Qu'est-ce que ça change, ça, par notre rapport à la mémoire ou au souvenir? Ils ont moins de volume, mais parfois, je trouve qu'ils en ont davantage parce que je fais le ménage régulièrement de mon ordinateur et je réalise que j'ai gardé toutes mes archives depuis les années 90, mais j'ai tout. J'ai mes courriels, j'ai mes manuscrits, j'ai mes notes, j'ai toutes mes notes de recherche. À une certaine époque, ça n'aurait pas été possible. C'était une époque où je déménageais à tous les 6 mois, alors
il arrive un moment où la paperasse, bord. ouais, c'est ça, Ouais. j'envoie ça au recyclage. Ouais. Maintenant, je garde tout. Alors, ça prend physiquement moins de place, mais d'une certaine manière, ça en prend davantage. Puis il y a une espèce de... c'est ce qu'on appelle l'information overload, la surcharge d'informations. Donc, Mais le fait qu'on numérise tout ce qu'on a comme souvenir, l'apparition des nouvelles technologies, est-ce que vous pensez que ça améliore notre mémoire ou que ça l'effrite? Est-ce que vous croyez qu'on se souvient différemment? j'ai l'impression parfois que le fait que tout soit disponible, ça nous permet au contraire de comparer nos souvenirs avec la réalité. Intéressant. Oui, mais dans le sens où parfois, certains de nos souvenirs sont déformés et ils glissent dans une espèce de folklore. On s'imagine que les choses se sont passées comme ça. Et une certaine époque où la légende urbaine devenait la réalité parce qu'on n'avait aucune façon de contre-vérifier. Maintenant, toutes ces choses-là qui flottaient dans l'air quand j'étais petit dans les années 80, il paraît qu'il y a un type qui a fait ça ou il y a une chose qui a été dite à ce moment-là où c'était du domaine de l'invérifiable. Maintenant, on peut retourner dans le passé. Donc, il y a une capacité de contre-vérifier les légendes urbaines, les souvenirs, avec les vrais documents. Et ça fait en sorte que le souvenir est peut-être finalement... il y a une exigence particulière peut-être pour l'exactitude du souvenir qu'il n'y avait pas avant. Oui, forcément. Mais il y a aussi cet oubli qui est devenu presque impossible dans le monde dans lequel on vit parce que tout est justement noté, il y a une trace de tout ce qu'on fait. Tout est archivé, des centaines de photos pour chaque événement. Nos enfants ont des souvenirs avant même qu'ils sachent se parler. Est-ce que vous pensez qu'on perd quelque chose? Est-ce qu'il y a des vertus à l'oubli? Est-ce que vous pensez justement peut-être cette idée qu'il y a une mémoire intérieure de choses qu'on se souvient, qui sont peut-être pas exactes, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on perd là-dedans? C'est douloureux d'avoir à l'admettre, mais oui. Oui. Oui, je pense il va y avoir une nécessité d'être capable d'oublier des choses parce que justement, on est en surcharge d'informations. Oui, c'est ça, il n'y a plus de place à un moment Et donné. j'ai l'impression que l'un des grands défis de notre époque, c'est que on va de plus en plus remplacer notre capacité à nous souvenir par une capacité à faire des recherches. Donc, une habilité à composer des requêtes dans Google, à savoir comment discriminer les résultats. Je pense qu'il va de toute façon falloir se résigner à l'idée qu'il va y avoir un oubli. Oui, la nature de l'oubli va être différente, mais il va forcément y avoir des choses qui vont passer à la trappe. Mylène Bouchard, bonjour, bienvenue à l'émission. Vous êtes écrivaine, éditrice, cofondatrice des éditions de La Peuplade et vous avez fait paraître en 2016 un roman, L'imparfaite amitié, donc à La Peuplade. L'histoire, donc, en fait, d'une femme, 20 ans après avoir émigré à Prague, elle s'appelle Amanda Pedno, journaliste qui est née à l'île aux Coudres, en couple avec un Tchèque qu'elle n'aime plus et qui va s'adresser, en fait, à sa fille adolescente, Sabina, à qui elle entend léguer ce qu'elle appelle une sorte de boîte de compréhension qui comprend plusieurs choses, des récits, des lettres, des conseils de vie, on pourrait dire. C'est vraiment un roman, donc, sur la transmission, l'importance de la transmission de mère en fille, entre autres, transmission des valeurs, mais aussi transmission, j'ai l'impression, souterraine, secrète. Est-ce que c'est un peu ça, votre idée de parler du legs, parfois inconscient, qu'on transmet à nos enfants? Oui, bien oui, en rattachant ça à notre responsabilité de parents, en fait. Ouais. Donc, c'est un legs de son vivant qu'Amanda fait pour sa fille. Puis, elle ressent ce besoin-là à la suite d'un événement qui se passe, qui lui rappelle, elle, quelque chose qu'elle a vécu aussi à son adolescence. Ouais. Donc, à travers tout ce moment de vie qui est très déterminant pour Amanda, où elle veut vraiment quitter pour de bon sa vie présente et tout ça. Ouais. Il y a, je pense que c'est une démarche qui l'aide en même temps à la fois à vraiment prendre sa décision, puis à garder un lien très direct, très vivant avec la vie, avec le réel aussi. Oui. Donc, avec ses enfants qu'elle va quitter pendant un certain temps. On ne sait pas pour combien de temps. C'est pas dit, donc il faut imaginer la suite. On sait qu'elle va probablement revenir à Prague ou quoi que ce soit, mais c'est quand même un moment très important, très grave aussi en même temps. Et Amanda, elle dit qu'elle hérite du courage de sa mère et de sa grand-mère, des femmes qui vivaient à l'île aux grues, qui ont en fait été beaucoup dans l'attente. Bon, les hommes partaient, puis elle les attendait. Puis donc, c'est un courage de l'attente. Puis en fait, elle va vivre une autre sorte de courage à la hauteur de ses désirs. C'est une femme qui, justement, qui écoute son désir. Est-ce que c'est un peu ça, la beauté de l'héritage familial, de faire un peu ce qu'on veut de ce qu'on reçoit, puis de le transformer en quelque chose d'autre?
Oui, c'est le courage de vraiment risquer, prendre des risques, risquer sa vie, partir à l'aventure aussi. Donc, il y a justement tout cet héritage-là de l'île aux Coudes en tant que tel qui lui vient, bon, oui, de sa grand-mère qui, elle, se satisfaisait complètement de sa vie à la maison, la vie de famille avec beaucoup d'enfants, puis qui ne pouvait pas sortir non plus de l'île. C'était pas vraiment, il n'était pas question de ça. Il n'y avait pas de bateau, donc c'était compliqué. Et après ça, bien, il y a Amanda qui, elle, bien, n'est pas capable de vivre sur l'île, donc qui va encore plus loin, qui sort, qui va aussi s'éduquer. Donc, c'est aussi quelque chose qui a manqué à plusieurs habitants, à cette génération qui l'avait précédée, de pouvoir sortir, de pouvoir faire des études, de se scolariser, puis sortir du mode de vie quand même très difficile qui était de naviguer sur l'eau, de faire du transport par bateau, etc. Raphaël Germain, dans votre essai, vous posez la question, maintenant que tout est colligé, archivé, bon, on disait numériquement, mais sur le cloud, comme on l'appelle, le nuage. Vous écrivez « Le passé serait-il encore ce lieu imprévisible, champ des possibles où naissent et grandissent les légendes familiales, cette base mouvante sur laquelle nos identités se construisent? » C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on se demande comment cette mémorisation massive peut influencer la façon dont on se raconte nos histoires, nos légendes. Est-ce que ça peut peut-être justement entacher notre capacité à créer des légendes, ou peut-être qu'elles sont différentes? Bien, je pense, oui, bon, c'est la légende urbaine aussi, maintenant, le domaine de la fake news, il y a quelque chose comme ça, mais je pense qu'il y a moins de... On perd un certain travail, finalement, qui se fait sur, dans n'importe quelle famille, je vais dire nombreuse, même pas nombreuse. Finalement, bon, les histoires changent un peu. Peut-être qu'on perd beaucoup moi, j'ai juste l'anglicisme en tête, en accuracy, là, quelque chose qui est exact, qui se colle exactement à la réalité. Mais on perd en poésie beaucoup aussi, finalement, en ne faisant plus cette espèce de travail-là, de création, d'adaptation, d'interprétation, parce que de tout temps, de toute façon, les légendes, nos mythes fondateurs, peu importe ce qu'on se dit, puis comment on se construit aussi. Parce qu'il y a le mythe fondateur d'une culture ou d'un pays, mais il y a le mythe de chacun d'entre nous. Et ça, c'est un choix de construction aussi. Donc, finalement, quand on le fait soi-même, il y a plus de liberté. Bon, c'est peut-être qu'on en perd des bouts, on peut se faire accuser d'être mythomane de temps à autre, mais je pense que ça permet une plus grande liberté puis un plus grand travail de l'individu aussi. Et moi, je vois quelque chose de dommage un peu là-dedans, finalement, parce que, bon, OK, l'exactitude, mais il y a quelque chose de beau dans la poésie aussi. Oui, puis dans le monde dans lequel on est, justement, le monde numérique, tout ça, quel est le rôle de l'écrivain, selon vous? Est-ce que vous pensez que justement, l'imaginaire de l'écrivain peut avoir une fonction, une mission particulière? Bien, oui, parce que et surtout parce que je pense que l'écrivain, l'auteur et le livre, surtout, oblige à une espèce de temps de pause aussi, un temps de concentration sur un même objet. La lecture, finalement, ça reste un espèce, pour moi, là, ça reste un acte de liberté. Peu importe ce qu'on lit, le contenu de ce qu'on lit, que ça soit dans le plus léger ou finalement dans un livre qui soit plus dense, il y a un acte de liberté, puis de faire dos un peu, justement, à toute cette espèce d'excitation, de consommation d'informations et tout ça. C'est de dire non, je vais choisir de me concentrer sur une même chose pendant un très grand bout de temps. Ouais. Et c'est un art essentiel qu'il ne faut pas qu'il se perde. C'est ça, ça dilate le temps, justement. Ben ça oui. nous sort de ce présent infini. Complètement, un peu. complètement. Nicolas Duclerc, selon vous, quel est le rôle de l'écrivain face au devoir de mémoire d'une société? Je crois qu'il y a plusieurs rôles possibles. Ouais. Il y a évidemment les devoirs de mémoire, donc de pouvoir porter des choses qui doivent être conservées dans la mémoire collective, qu'on doit sans cesse rappeler parce que la mémoire collective est plutôt portée vers l'amnésie. Moi, j'aime bien assumer le rôle inverse, d'aller déterrer des choses qui ont été effacées, en fait, de la mémoire collective. Oui. Et ce qui est intéressant souvent, c'est pas, et c'est le projet vraiment dans lequel, en ce moment, je suis, c'est pas tant comment dire, c'est pas tant important de ramener une chose en particulier à la mémoire que de se demander pourquoi exactement cette chose-là a été oubliée et quels sont les mécanismes de l'oubli. Et d'interroger, en fin de compte, quels sont les filtres
qu'on met en place collectivement. Qu'est-ce qui fait que dans les événements historiques, il y a des choses qui passent sous le tapis, il y en a Ouais. d'autres qui demeurent très importantes. Et ça, cette question-là vient directement d'une réflexion sur la mémoire. Ah, oui. Dans une de vos chroniques qui était au Journal Voir, répertoriée dans le romancier portatif, chronique qui s'intitulait « Devancer les éboueurs », vous écrivez « L'écrivain est le poisson vidangeur de cet aquarium boueux que l'on nomme culture. Il filtre, recycle, il brocante. Plus les déchets abondent, plus l'auteur a l'écaille lustrée. L'écrivain n'invente rien. Ses codes et ses matériaux sont les fruits d'un immémorial labeur collectif. Il ramasse, assemble des capes revernis, mais il compose chaque fois avec 99,9 % de matériel usagé. » Vous remettez en question donc le concept de nouveauté littéraire et l'écrivain devient vraiment un archiviste. Pour vous, c'est son rôle. On finit toujours par parler d'ordures. Oui, c'est important de se souvenir que... Je pense qu'il y a un devoir d'humilité chez l'écrivain, de se rappeler qu'il fonctionne toujours avec la tradition, avec l'histoire et aussi avec le langage. On invente assez peu de choses. Les outils même avec lesquels on travaille nous ont été passés par quelqu'un d'autre et c'est facile de croire qu'on réinvente la roue. Oui. Ouais, mais non, je crois que ce travail de recyclage-là est inévitable, mais ça ne veut pas dire qu'il faille être dupe et penser qu'on invente quelque chose. Il faut être conscient de ça. Et par rapport au fait qu'on est obnubilé par les écrans, est-ce que vous croyez que ça transforme notre manière d'appréhender l'imaginaire? Est-ce qu'il y a moins de place pour l'imaginaire dans notre monde technologique, selon vous? Le rapport à l'imaginaire a beaucoup changé, à l'évidence, depuis 10 ou 15 ans. Et je ne crois pas que ce soit, pas que ce soit à cause des écrans. Je crois que c'est plutôt la place qu'a pris le journalisme, le documentaire, tout le rapport de la réalité avec la fiction, la documentation, le rapport avec les archives qui sont de plus en plus disponibles, les capacités de vérification factuelle qui deviennent énormes, et puis cette peut-être impression que ce qui est vécu dans la réalité est plus intéressant que la fiction. On l'a eu ça dans le milieu anglo-saxon, donc les mémoires, la non-fiction, tout ça, ça a pris une grande place dans l'espace culturel. Et ça exerce une pression importante sur la littérature. Mais l'écran, je crois, a joué un rôle là-dedans, secondaire. Oui, tout à fait. Mylène Bouchard, dans votre roman L'imparfaite amitié, pour votre personnage Amanda, écrire, que ce soit des lettres, des carnets de voyage, des tableaux typographiques, l'aide à vaincre ses désirs. L'acte d'écrire a comme vraiment un effet sur sa vie. Est-ce que vous pensez que l'acte d'écrire ou de l'écriture a un effet sur notre mémoire, notre souvenir ou notre vie même? Oui. Bien, je pense que oui, dans le sens où il y a une trace réelle qui va rester, qui est tracée. Dans le cas d'Amanda, je pense qu'elle a vraiment, sans se lancer dans une grande démarche d'écriture très sophistiquée, elle est très consciente d'être en train de laisser quelque chose, de laisser des traces à ses enfants, ou bien aussi de requérir à un interlocuteur, donc pour essayer justement de comprendre qu'est-ce qui se passe, et ne serait-ce qu'en se relisant après, puis de pouvoir s'auto-analyser peut-être, je ne sais trop, mais dans l'imparfaite amitié, par exemple, il y a beaucoup de lettres. Oui. J'aime bien l'idée d'écrire des lettres pour ne pas les envoyer. Donc, il y a des lettres, justement, des brouillons, des fois, dans des moments où elle est en voyage, ou un moment, elle se met à suivre une femme qui est au café où elle va tous les jours. Là, à un moment donné, elle se met à lui écrire des lettres à elle, en sachant très bien qu'elle ne va pas lui remettre. Donc, c'est comme vraiment une façon je ne sais pas trop, de déverser quelque chose, d'être dans la compréhension de ce qui est en train de se passer aussi. Amanda décide de tomber amoureuse d'une œuvre d'art dans une galerie d'art de Prague. Donc, c'est comme un projet vraiment intéressant, original, de désirer sans posséder. C'est comme si elle voulait se défaire du fait de... Quand on possède, on peut perdre. Là, d'où vous est venue cette idée de... Ça, c'est vraiment des éléments vraiment moteurs, fondamentaux du roman, là, avec l'image du bateau qui brûle. Oui. Il y avait vraiment l'œuvre, la galerie d'art,
puis ce personnage, justement, qui va faire un pacte avec elle-même, choisir une œuvre, mais ne pas, justement, comme résister. C'est comme vraiment se met au défi de façon concrète devant, justement, une œuvre d'art pour arriver, je sais pas, elle veut faire un pas de plus dans sa vie à elle, donc comme réussir à laisser des choses derrière elle. C'est un personnage qui est très gourmand, disons, qui veut tout, qui veut posséder, qui est un peu possessive aussi avec ses amis, donc, elle est vraiment dans un processus de libération de toutes sortes de choses. Donc, ce moment-là, pour elle, donc, c'est aussi de se lancer un peu dans l'inconnu, donc d'être un peu à la remorque de, bon, quand ce tableau-là va partir, va être acheté, bien... Je pense à une autre étape. Oui, c'est ça. Tout va foutre le camp, là, finalement, mais de se laisser, de partir dans cette aventure-là sans que ce soit elle qui décide, finalement. Donc, elle prend une décision, mais elle ne veut pas décider de quand ça va arriver, finalement. Oui. Raphaël Germain, dans votre essai, vous écrivez « Si notre amour est perdu et franchement un peu aveuglé pour l'idée de la liberté que nous vendent le web et les médias sociaux, avait fait de nous la première espèce intellectuellement nomade. » Vous parlez de l'idée qu'on serait peut-être un premier peuple sans racines, parce que, justement, comment se créer des racines à travers un nuage, pour reprendre l'idée du cloud? Oui. C'est une question qu'on peut se poser. Oui, puis c'est l'effort, justement, on parlait tout à l'heure un peu de la verticalité aussi, de la profondeur. C'est l'effort de s'arrêter aussi, des fois. À la fin de l'essai, je parle un peu d'un autre essai d'un autre auteur, Alessandro Barrico, qui a écrit Les Barbares, et qui compare un peu ça à une espèce de train, justement, qu'on est tout le temps dans un train perpétuel d'où on peut voir plein de choses, apprendre plein de choses qui est extrêmement stimulant, puis on comprend qu'on n'a pas envie d'en débarquer. Mais à un moment donné, moi, il me semble qu'il faut justement débarquer du train, puis passer beaucoup de temps sur une chose, sur une petite affaire, aller au fond de quelque chose, quitte à ce qu'on en ressorte avec pas nécessairement grand-chose. Mais là, c'est que tout est permis, on peut aller partout, on peut avoir accès à tout. Et c'est devenu presque, justement, avec les Facebook et autre chose, c'est comme si c'était un droit aussi, finalement. On a le droit à ça, on ne peut pas s'attarder, on perd notre temps en s'attardant à quelque chose. Puis c'est sûr que beaucoup de gens le font encore. Il va y avoir des gens qui vont étudier, soit dans des écoles, soit personnellement, de manière autodidacte, toute leur vie. Mais culturellement, c'est de moins en moins valorisé aussi. C'est considéré, finalement, comme quelque chose d'un peu vieux jeu d'une autre époque, peut-être. Puis je trouve ça dommage aussi. Oui, parce que comme si on ne pouvait plus... Cette idée que notre pensée vagabonde, qui, justement, n'est pas forcément fixée sur quelque chose, c'est un peu de ça qu'on perd aussi. C'est comme si on allait perdre quelque chose à s'attarder, alors qu'il y a un gain à faire aussi pour la pensée. Il me semble, c'est ça, vraiment, à s'attarder et à perdre son temps. Là, on entend de plus en plus de gens qui disent... faut contempler les choses, mais c'est un peu, bon, c'est cliché, puis là, ça a été repris un peu dans les blogs de mieux-être, autre chose, mais c'est vrai aussi. Prendre le temps de regarder, de ne rien faire aussi, on a l'impression que c'est du temps qu'on perd. Dans votre essai, on pose aussi la question sur le fait qu'on soit dans une dictature du présent. Est-ce que ça ne nous a pas un peu sorti de l'histoire? Est-ce qu'on n'a pas ce manque de perspective historique? Oui, bien, je ne sais pas lequel est venu avant, finalement, mais souvent, on a l'impression qu'on est un peu au-delà de l'histoire. Si on regarde, par exemple, qu'est-ce qui est vraiment moderne, on peut nommer plein de choses. Et puis peut-être c'est parce que, finalement, je manque moi-même de recul, mais j'ai l'impression que ce qui définissait la fine pointe de la modernité, il y a encore 20 ans, on pouvait le dire, là, ce qui choquait vraiment, essayer de trouver quelque chose de particulièrement choquant aujourd'hui. Bon, peut-être Donald Trump et encore, donc serait-il le dernier des modernes? Mais finalement, ce qui choque, ce qui, culturellement ou même en littérature, on a des grands livres, on a en musique ou en art, mais il n'y a rien vraiment où est-ce qu'on dit, OK, ça y est, quelque chose vient de changer, on vient de passer à une autre étape. C'est pour ça le présent infini. Oui, c'est un peu cette espèce puis il y a quelque chose là-dedans de la stagnation un petit peu. Je pense pas que c'est parce qu'on a accompli tant, mais c'est comme si finalement, comment être enfin encore vraiment moderne? C'est dommage parce qu'on a besoin de gens modernes en tout temps. Oui. Et puis là, c'est comme soit on l'est tous ou soit ensemble, on l'est moins aussi. Mais merci beaucoup, Raphaël Germain, pour ce bel entretien. Merci. Votre essai, donc, Présent infini, publié chez Atelier 10. Merci beaucoup. Nicolas Duclos
ordinaire, pensez-vous qu'on est devenu une sorte de nomade intellectuel du fait de surfer sur le web sans attache précise? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui nous déracine un peu intellectuellement? Assurément, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est-à-dire que l'une des grandes qualités du web, dans mon expérience à moi, c'est pas seulement de nous permettre de nous documenter à fond sur des choses qui auraient été très difficiles à documenter il y a 15 ou 20 ans, en nous donnant accès à des fonds d'archives qui sont éloignés, par exemple, mais ça nous permet aussi de, grâce à un certain sens de la dérive, de mettre la patte sur des choses dont on ignorait l'existence. C'est vraiment une machine à sérendipité. Ça nous permet de vraiment découvrir des choses. Une machine à sérendipité. Il n'y a pas de terme en français. Serendipity. L'art de la découverte accidentelle. Oui, oui, oui. La sérendipité. C'est très laid en français. En anglais, c'est un peu plus beau. Mais l'idée Mais est belle. le web, c'est ça. Oui. C'est l'idée c'est une machine à faire des découvertes accidentelles, ce qui est, à mon avis, qui est très positif. Mais oui, il faut être capable de trouver un point de vue là-dessus, un angle d'attaque. Mais comme ça, c'est le boulot de l'écrivain que de trouver un angle d'attaque. Je crois que c'est une question de discipline. C'est un nouvel outil qui demande d'appliquer avec un peu plus de force la discipline habituelle de l'écrivain. Alors, c'est pas négatif du tout. Pour l'écrivain, non. Mais l'idée de surfer, tu sais, ça le dit bien. Est-ce qu'on perd pas une sorte de profondeur du temps, d'aller creuser des choses? Est-ce qu'on n'a pas une tendance à peut-être, justement, rester en surface? Le surfer nous fait penser ça. Pour moi, si ça se produit, c'est pas la faute du web. C'est la faute de l'écrivain. Il faut être capable de développer certaines attitudes particulières qui vont avec les outils qui changent. Lorsque les journaux et les médias modernes ont injecté le journalisme dans la littérature au cours du 20e siècle, ça a changé l'approche et puis ça a fait naître de nouveaux auteurs avec une nouvelle approche sur la géopolitique, sur les événements historiques. On a vu des Hemingway qui s'emparaient d'un nouveau matériel d'une manière différente. Et c'est sûr que ça va peut-être créer une forme de migration. Les écrivains qui vont avoir profité du web ne seront peut-être pas les mêmes genres d'écrivains ou qui n'auront peut-être pas le même genre de personnalité qu'il y a 20 ans, assurément. Mais non, moi, je suis résolument optimiste par rapport à ce que le web... Ça n'empêche pas d'aller tout à au fait. fond des choses. Je pense qu'un écrivain qui veut aller au fond des choses va y parvenir malgré le potentiel d'éparpillement que le web amène. Oui. Et pour terminer, peut-être l'écrivain, est-ce que vous pensez qu'il doit suivre son époque? Vous semblez être un écrivain vraiment ancré dans votre époque, ou en tout cas dans ces nouveaux outils-là. Oui. Ou au contraire, y a-t-il un devoir de l'écrivain de rester proche de ses convictions intérieures qui seraient peut-être intemporelles ou détachées de la mode? J'ai pas à me prononcer sur qu'un écrivain doit être ou non. Je crois que c'est le projet de chacun. Mais en ce qui me concerne, je suis résolument dans l'époque. Et je suis même tout à fait indifférent à l'idée de passer à la postérité ou non. De savoir si mes bouquins vont encore être lus ou être pertinents ou s'ils auront bien ou mal vieilli dans 50 ans, ça m'importe assez peu. Ce qui pour moi, est vraiment le centre de ma démarche, c'est de me dire qu'en ce moment, mes livres peuvent parler à des gens qui vivent dans cette époque-là. Ouais. Mais c'est une prise de position strictement personnelle. Je ne crois pas que ce soit forcément le rôle... La caractéristique même de la littérature, c'est d'être insaisissable. Si on veut absolument mettre la littérature dans un carcan donné, ça va cesser d'être de la littérature. Merci, Nicolas. Mylène Bouchard, dans votre roman L'imparfaite amitié, il y a plusieurs transcriptions libres du film Les porteurs d'eau de Pierre Perrault, qui est vraiment, qui accompagne le récit, cinéaste de la mémoire, s'il en est un, qui a immortalisé vraiment les gens de l'île aux coudres. Ouais. Est-ce que, pour vous, c'est un modèle? Est-ce que vous êtes une admiratrice de ce cinéaste-là? Oui, admiratrice, assurément. Moi, je suis une cinéphile, donc j'adore le cinéma. Le cinéma québécois est tout à fait extraordinaire. Et les documentaires de Pierre Perrault, il faut se dire qu'on est chanceux qu'il les ait tournés finalement, dans les années 60, en Abitibi, sur l'île aux coudres, vraiment capter ces moments-là. Puis c'est un hommage, en fait, que je lui ai fait en laissant quelques citations dans le livre. Assez extraordinaire, ces citations-là. On sent vraiment la langue, donc vraiment la langue des hommes de l'île. Et pour moi... C'est un peu pour ça que vous avez voulu faire le roman sur À l'île aux coudres? Est-ce que c'est
C'est une des raisons? C'est une des raisons. Sinon aussi que moi, il y a tout le côté de ma famille maternelle qui est originaire de là, les Penneaux. Donc, moi, ma mère est une Penneau. Donc, c'est un clin d'œil à ma famille. C'est pour faire plaisir à mes oncles et mes tantes. Et j'ai pas fait de recherche en tant que telle non plus. Il n'y a pas les personnages ne sont pas véritablement mes ancêtres. Donc, je pourrais dire que j'ai voulu faire vivre une de mes cousines, peut-être imaginaire. Donc, quelqu'un qui pourrait être vraiment de notre famille à nous. Puis, voilà, c'est un mélange de tout ça. Puis Amanda, elle rêve de finir ce qu'elle a commencé plusieurs années auparavant, de revenir souvent loin dans le passé. Elle vit beaucoup dans ses souvenirs. Vous écrivez « Le souvenir de l'amitié n'est pas l'amitié. S'il n'y a plus d'offre d'amitié, ça ne peut pas continuer. Est-ce que c'est une invitation à vivre au présent, on peut dire, de ne pas trop s'accrocher aux relations du passé, mais bien à celles d'aujourd'hui? Oui. Bien, elle c'est un personnage qui ne tolère pas la perte, qui vraiment est tolérante à la fin des relations. Elle voudrait que ça existe toujours et dans l'instant présent, que les grands moments qu'elle a vécus, je fais beaucoup référence à l'adolescence, à la jeunesse, vraiment. C'est un été particulièrement où là, c'est la découverte de l'amour et des premiers amours et tout ça. Donc, pour moi, j'aime beaucoup écrire sur les moments qui sont vraiment déterminants pour l'être humain. Puis c'est à ces moments-là, je pense qu'on revient le plus souvent. Elle voudrait que ça existe pour toujours, mais en même temps, bon, elle est dans un moment qui s'entremêle avec tout ce qu'elle est en train de vivre, où elle se dit que elle fait comme une mise à jour un peu de tout ça aussi, de voir qui reste aujourd'hui, qui sont les amis qui sont encore là. Merci beaucoup, Mylène Bouchard, pour ce bel entretien, ce beau livre.